présenter. Merci. Merci beaucoup. Oui, en France, on a tendance à la fois à se moquer des ingénieurs et à mépriser la technique, et en même temps à tout vouloir réduire à des problèmes techniques. Je me souviens qu'il y a encore 20 ans, un brave économiste qui n'était pas plus mauvais qu'un autre me disait « Mais vous croyez vraiment que la technologie, les progrès techniques ont un impact sur l'économie ?» Et un grand prospectiviste affirmait alors, lui, de façon péremptoire, pour m'embêter, mais enfin, il le faisait publiquement, que la technologie n'avait strictement aucun impact sur l'avenir. Et l'un de nos constructeurs automobiles a dû, au début vers 2001, faire refaire un plan de prospective parce qu'il avait oublié l'impact du numérique, tout simplement. Il ne l'avait pas vu. Alors maintenant, les choses ont changé. Nos économistes, tous ont découvert le numérique. Ils ne le comprennent pas toujours très bien, mais ils parlent de la France 2.0. Nos amis allemands ont inventé l'industrie 4.0. Il y en a qui vont trouver du 3.0. Et tout le monde parle de l'impact de la technologie. Et alors, tout est centré sur la technique. Ce n'est plus qu'un problème technique et financier, naturellement, puisque le monde est régi par l'argent. Et tout ça est profondément faux, car en réalité, nous sommes des hommes. Les problèmes humains, c'est d'abord des problèmes d'hommes, donc de valeurs, de passion, d'ignorance. Et nous allons le voir, si vous voulez bien, ce soir. On va essayer en 1 heure d'analyser ce qui demande au moins une journée de séminaire. Et n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, hein. Nous avons donc une demi-heure réservée aux discussions, mais interrompez-moi à n'importe quel moment. Ce que je voudrais montrer, c'est que certes, nous vivons, et tout le monde maintenant commence à en être conscient, une mutation du numérique. Mais elle ne fait qu'accentuer une révolution beaucoup plus profonde, la 3e révolution industrielle, pourquoi pas industrielle, disons causée par le progrès technique, qui est la révolution de l'immatériel, et qui n'est pas arrivée, n'en déplaise à tous nos commentateurs, dans les dernières années, qui a démarré avec Hiroshima. Il faut trouver une date symbolique. Hiroshima a marqué une rupture profonde. Et il y a des choses qui changent et des choses qui n'ont jamais changé. Ce qui n'a pas changé, c'est que la valeur, n'en déplaise aux néolibéraux qui veulent tout mesurer en dollars, la valeur est une notion humaine. Quelque chose n'a de valeur que s'il trouve un client. Si je fabrique un très bel objet, mais qui n'intéresse personne, j'aurais dépensé de l'argent. Si, grand technicien, je résous des problèmes techniques merveilleux qui me font très plaisir, mais qui n'intéressent personne, j'ai gâché des ressources. La valeur est créée par le regard des autres, le regard des clients notamment. Et je vous invite à faire un petit tour par Florence. Les Florentins, en 1463, avaient dépensé une belle somme pour faire venir à Florence des carrières de Carrare, un magnifique bloc de marbre de très grande qualité. Et là, vous pouvez comptabiliser de façon précise la dépense. Leur objectif, c'était de faire sculpter un colosse dans ce bloc de marbre. Et les règles de l'époque exigeaient que le colosse soit fait d'une seule pièce, qu'il ne soit pas composé de 3 ou 4 morceaux collés ensemble. Le premier sculpteur à qui on confie ce bloc travaille mal, il fait un trou mal placé et il déclare que la forme du bloc empêche de sculpter dedans un colosse. Et donc,
les plus grands sculpteurs défilent à Florence, regardent ce bloc et disent « Non, déclare forfait, moi je ne peux pas faire une sculpture d'homme avec ce bloc, étant donné sa forme. » Et puis, alors, ça veut dire que, vous voyez, la dépense, elle croît, parce qu'on entretient ce bloc qui occupe de la place dans la cour de la cathédrale de Florence, et l'espoir d'en faire quelque chose diminue. Alors, le coût monte, mais la valeur qui est liée à l'espérance d'obtenir le résultat souhaité diminue de plus en plus. Et ce bloc allait devenir un déchet encombrant. Il allait falloir payer une entreprise pour qu'elle vienne prendre ce bloc de plusieurs tonnes pour l'évacuer, car il peut occuper de la place. Quand, en 1501, le jeune Michel-Ange arrive, il regarde le bloc, mais il dit « Mais je vois la statue qui est dedans. Il suffit d'enlever le marbre qui est en trop. » Le fait qu'un sculpteur, un artiste visionnaire et de grand talent regarde ce bloc, le bloc reprend de la valeur. Et Michel-Ange propose de faire pas n'importe quelle statue avec ce bloc. Il dit « Je vais vous faire une statue du jeune David en train de défier Goliath. » Les Florentins venaient de chasser les grandes familles, et notamment les Médicis, et se proclamer république indépendante, décidée à défendre son indépendance, sa liberté face à tous les Goliaths de l'époque, c'est-à-dire le pape qui était de la famille des Médicis, c'est-à-dire les ducs de Milan et l'empereur d'Allemagne. Alors, il s'identifie à la proposition de Michel-Ange qui a compris que les gens achètent d'abord de l'ego et non pas du Lego. Mais ça peut coïncider. Et il lui passe un contrat. Et 2 ans après, la statue est là. Et la valeur de ce bloc, devenu sculpture, ne cesse de croître. Vous voyez que même dans une statue en marbre, ce n'est pas la matière qui compte, ce qui crée de la valeur, c'est le talent de l'artiste, le talent des hommes et le regard des clients. Parce que les Florentins accordaient de la valeur, parce qu'aujourd'hui nous regardons ces statues comme un élément du patrimoine de l'humanité, parce que des touristes s'amusent à certains détails de la sculpture et qu'on peut donc vendre beaucoup de figurines, de tabliers, etc., reproduisant les parties intéressant le plus les dames dans le David, on peut chiffrer un chiffre d'affaires qui est facilité par la présence du David, mais en fait la valeur est incommensurable. Alors, ceci pour dire que la valeur est toujours immatérielle et qu'elle est subjective. Et aujourd'hui, il est vital pour beaucoup d'entreprises face au numérique de comprendre ce que j'ai essayé de montrer ici. C'est que si on définit notre métier par la technique utilisée, alors qu'on est dans une période où les techniques changent très vite, progressent très vite, eh bien on se condamne à mort très rapidement. Si on lie notre métier à une technique, quand il y a une mutation technique aussi puissante que celle du numérique, eh bien on va disparaître. Parce que d'autres apporteront la même satisfaction à nos clients autrement et mieux.